Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on va parler onduleur pur sinus et pseudo-sinus. Et je vais vous montrer en fait quelles sont les différences, les avantages, les inconvénients. Parce que sur internet on trouve un peu tout et n'importe quoi. Et puis pas forcément ce qui intéresse vraiment. Le pourquoi du comment. Donc du coup voilà, c'était l'occasion de faire une petite vidéo là-dessus. Alors en haut on a un pur sinus, en bas un pseudo-sinus. Quelle est la différence? Là déjà si on regarde, pas grand chose quoi. On a une entrée ici sur batterie, une sortie secteur, et si on regarde celui-là, il y a une entrée sur batterie aussi, et une sortie secteur. Bon, mis à part la prise qui est pas la même, à part ça, d'apparence comme ça, il n'y a pas grand chose qui change, de la taille peut-être. Mais bon, c'est pas très significatif en fait dans ce cas-là. On va voir les signaux pour en fait se faire une idée précise de la différence réelle entre ces deux systèmes là. Donc je fais la maquette et je vous montre ça. Alors, premier système en cours de test. Qu'est-ce qu'on a comme installation? On a un secteur qui arrive ici. Donc ça c'est celui qui vient de l'onduleur qui alimente notre maison. Une alimentation qui donne du 12 volts et un petit voltmètre ici qui indique aussi le 12 volts juste pour avoir la tension d'alimentation. Bon, ça sert à rien pour ces essais là, c'est juste pour vous montrer qu'on a bien du 12 qui arrive là. Donc sur les cosses à l'entrée, on a le 12 volts qui vient d'alimentation. En gros ça simule la batterie, c'est comme si on avait l'onduleur branché sur une batterie quoi en gros. Voilà. Et la sortie, elle est branchée sur un petit cordon secteur, ici sur une sonde x100. Donc j'ai dû l'acheter pour la manip parce que avec une sonde x10 ça sature l'oscilloscope. Et donc ici on a un oscilloscope, je vais déjà parler brièvement, ça permet de mesurer les signaux et voir leur forme d'onde en fait tout simplement. Donc voilà, l'oscilloscope est branché à la sonde x100 qui permet de diviser en fait par 100 la tension d'entrée et puis sur le signal de sortie. Donc à quoi ça sert? Ça va permettre en fait de faire afficher à l'écran la forme du signal qui est généré en fait par l'onduleur. Donc on regarde ça tout de suite, on allume l'onduleur et ici on peut voir qu'on a une belle sinusoïde, c'est-à-dire une onde qui est nickel, hein, qui est belle, qui est propre. On peut changer le calibre, enfin la base de temps pour voir sur le temps ce que ça donne. Voilà, donc en fait c'est un signal sinusoïdial, donc c'est un signal périodique qui se répète dans le temps et qui en fait fait des vagues en permanence, voilà. Donc ça c'est ce qui sort de l'onduleur, mais c'est un signal qui est propre, hein. Voilà. Normalement ce signal vous le retrouvez en sortie de vos prises de maison. Donc là si je débranche, je branche sur l'autre onduleur. Normalement on a la même chose. Voilà, alors là pour celui-là on peut voir qu'il y a un petit zigouillis là qui n'y avait pas sur l'autre. Alors on peut voir qu'ici on a un signal qui est pas très propre. Vous voyez que ça fait un petit pont là en dessous là. Donc celui-là a un peu de mal pour le passage à zéro. Donc ça c'est notre onduleur de la maison qui est apparemment de moins bonne qualité pour là quoi. Après celui-là était vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de charge branchée dessus. Celui de l'onduleur de la maison, il y a le frigo qui est dessus. D'autres, et on peut voir que ça fait une petite vague bizarre là. Donc ce signal est un peu moins propre que... Bon, ça le fait pas pour la remontée, juste pour la descente. Mais bon, voilà, comme ça vous permet de voir en temps réel que voilà, l'onduleur de la maison a un léger défaut au passage à zéro. Défaut qui n'était pas sur l'autre petit. En sachant bien sûr encore une fois que le petit là il est pas chargé. Il est pas chargé, c'est-à-dire qu'il a pas de... Là, on peut voir qu'ici on a un passage qui est pas trop mal quoi. Voilà, donc là déjà, ça c'est pour vous montrer en fait la gueule du signal d'un système pur sinus, fait qui est dit pur sinus. Et maintenant on va passer sur l'autre onduleur qui est avec un pseudo-sinus. Alors nous revoici cette fois avec l'onduleur pseudo-sinus qui est ici, qui est alimenté par l'alimentation de 12 volts de tout à l'heure, qui passe par un step-up en 24 volts. Donc il est réglé à 24 volts parce qu'en fait je n'ai pas d'alimentation en 24 volts tout simplement. Voilà. Et cet onduleur étant un onduleur 24 volts, j'ai pas le choix que de trifouiller avec un step-up pour l'alimenter. Ensuite sa sortie est branchée comme tout à l'heure sur la sonde x100 et sur l'oscilloscope ici qui va nous permettre de voir la forme d'onde. Donc on peut mettre sous tension, on peut voir dessus la tension de batterie. Bon ça c'est intéressant, même si il lui indique 24,9, l'autre indique 24,2,
Donc à mon avis, il faut pas se fier à ça. La tension de sortie, bon, à la limite, ouais. Et la quantité de charge en sortie, il n'y a rien, donc c'est normal qu'il indique rien. Voilà, et maintenant la forme d'onde, ben, la forme d'onde c'est ça. Si je fais un petit stop, on peut voir que c'est un signal carré. Donc c'est même pas du pseudo-sinus ou quoi que ce soit, c'est en fait une sorte de signal carré dégueulasse, quoi. Voilà, donc la forme d'onde est vraiment toute pourrie, quoi. Alors on peut même voir qu'à certaines commutations des transistors, là, il y a des overshoots, hein, qui sont... voilà, donc c'est même pas stable en fait, voilà quoi. Donc ça c'est un pseudo-sinus ou quasi-sinus ou sinus modifié, ça a un peu tous ces noms-là. En comparaison, donc le signal carré, je vous remontre le secteur pour que vous puissiez avoir, voilà, donc ça c'est un secteur normal, ce que vous avez normalement chez vous. Et le signal qui sort de cet appareil-là, pas cher, mais de qualité un peu médiocre, quoi. Et là on peut voir aussi qu'on a un beau overshoot là. Si on compare ici, là, on voit bien que ça descend largement en dessous. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer dans quel cas utiliser les appareils pseudo-sinus et pur sinus. Alors, dans quel cas utiliser un pur sinus? Ben en fait, dans tous les cas, puisque la forme d'onde de sortie correspond à celle générée par EDF, hein, ou le fournisseur d'électricité de votre maison. En fait, vous pouvez utiliser tout le type d'appareil dessus, puisqu'il simule la même forme d'onde. Donc voilà, vous branchez ça à votre maison, avec quand même un interrupteur différentiel, avec la terre, tout ça, tous les systèmes qui vont bien pour vous protéger vous et les appareils de votre maison. Vous pouvez brancher un peu tout et n'importe quoi là-dessus, ça fonctionnera très bien, puisque la forme d'onde est nickel, et correspond parfaitement aux appareils qui seront branchés derrière. Donc ils accepteront très bien là-dessus. Ensuite, le pseudo-sinus, qu'est-ce que vous pouvez brancher dessus? En fait, tout ce qui est résistif. Les radiateurs, par exemple, standard, hein, pas les pompes à chaleur, mais les radiateurs, les grille-pains, quoi, ce genre de choses. Un four électrique avec un thermostat électromécanique, mais pas électronique. Parce que dessus, du coup, vous ne pouvez pas brancher d'électronique. Les systèmes électroniques ne vont pas aimer du tout. J'expliquerai pourquoi plus tard. Donc pas d'électronique là-dessus. Surtout pas. L'inductif, il va y avoir du mal, c'est-à-dire inductif, tout ce qui est moteur, tout ça, il vaut mieux éviter parce que bon, ça peut fonctionner, mais voilà, c'est comme l'électronique de toute façon, ça peut fonctionner, mais pas longtemps, quoi. Et les moteurs, c'est pas super bon, quoi, pour les moteurs, donc il vaut mieux éviter. Donc il faut éviter tout ce qui est électronique et l'inductif, le capacitif aussi à peu près. Il vaut mieux en fait dessus avoir que tout ce qui est résistance, quoi. Donc tout ce qui est résistance chauffante, là ça passe. Mais après le reste c'est déconseillé, quoi. Alors rapidement, les avantages et les inconvénients de l'un à l'autre, hein. Même celui-là a des avantages, et oui. Donc déjà ces avantages, c'est le prix. Parce que ce genre de choses là, ça se trouve à 35 balles, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Par contre l'inconvénient c'est que la forme d'onde de sortie est toute pourrie et inutilisable pour la majorité des appareils. Donc je vous déconseille d'utiliser ce genre de choses. Même si le prix est attractif, c'est vrai, vous pourrez en fait faire pas grand chose avec. Et puis sur le long terme, c'est pas une bonne chose, quoi. Donc pour dépanner, à la limite, ça peut aller. Pour faire mes démonstrations, en fait, je vais me servir de celui-là normalement. Donc vous verrez ça dans d'autres vidéos qui seront assez intéressantes, je pense. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça, un truc pas cher. Mais par contre, sur le long terme, sur de l'informatique, électronique, tout ça, c'est absolument pas conseillé. Donc c'est très très limité en termes d'utilisation, hein. Donc un radiateur électrique par exemple ça passera, à condition qu'il n'y ait pas de ventilateur dessus, parce qu'un ventilateur c'est un moteur, et le moteur c'est moyennement utilisable avec ça. Même si ça va fonctionner, vous pouvez faire l'essai. De toute façon je vais faire des essais, je ferai une autre vidéo pour vous montrer concrètement ce que ça donne sur les appareils, pour vous expliquer un peu plus en détail pourquoi pas d'électronique là-dessus. Donc ça sera expliqué dans une seconde vidéo que je vous conseillerais de voir aussi, si ça vous intéresse, sinon tant pis, contentez-vous de celle-là, voilà. Et voilà, donc pour le pur sinus par contre, donc on peut brancher tout n'importe quoi dessus, donc ça c'est le gros avantage, hein, c'est compatible tous les appareils. L'inconvénient c'est le prix. Et oui, parce qu'en fait pour sortir une onde sinusoïdale pure, il faut plus d'électronique dedans. Donc c'est une plus grosse gestion, et du coup ça coûte plus cher, et donc voilà, ça coûte plus cher, quoi. C'est simple, c'est le prix n'est pas le même.
Et après, en fonction des qualités, forcément, ça coûtera plus ou moins cher. Hein, donc voilà. Si vous devez installer quelque chose, mettez de l'argent et achetez un pur sinus. Parce qu'avec le pur sinus, avec le pseudo sinus, vous serez vite limité en fait en utilisation. Quoi. Vous risquez de cramer vos appareils, les télés, tout ça. Bon, branchez rien dessus parce que ça va faire des bêtises et voilà, c'est pas bon. Quoi. Surtout, focalisez-vous absolument sur le pur sinus. Et faites attention aux appellations sur internet. Parce qu'en cherchant du pur sinus, en fait, je suis tombé sur du pur sinus modifié. Et en fait, c'est pas du tout du pur sinus, quoi. C'est un système modifié. Donc là, c'est vraiment un truc dégueulasse en carré. Il y en a certains où c'est plutôt du trapèze, ça se rapproche un peu du sinusoïde, mais c'est pas le cas non plus. Surtout, focalisez-vous absolument sur du pur sinus uniquement, quoi. Si vous voyez modifier quelque part, virez ça parce que c'est pas bon, quoi. Donc certains vendeurs, un peu malhonnêtes, indiquent pur sinus modifié en fait. Pour faire croire que quand on cherche dans le moteur de recherche, on tombe sur du pur sinus, mais en fait non, c'est modifié. Donc pour éviter ça, dans la barre de recherche, vous marquez pur sinus moins modifié, attaché, le moins avec le modifié, parce qu'en fait, dans les moteurs de recherche, ça supprime les recherches qui contiennent les mots, si vous mettez un moins devant. Voilà, c'est une petite astuce sur eBay par exemple, ou sur Google, si vous cherchez des informations plus précises. Voilà, mettez un moins devant les termes que vous ne voulez pas avoir. Donc tout ce qui est modifié, par exemple, virez-le. Voilà, je vous déconseille. Donc ça va pour dépanner, mais sur le long terme, sur des appareils électroniques un peu sensibles et tout, surtout pas. Quoi. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.